Je parle bien pour les micros. Alors, merci Marie Aigné, je vous remercie pour cette invitation et je remercie également le comité d'histoire de la ville de Paris. Alors c'est vrai que l'invitation était un petit peu surprenante au départ. Je ne suis pas du tout historienne de l'art. Alors, je vous ai mis des images du buste dont je vais vous parler. Donc, il y a un buste de Carpeaux représentant une femme réduite en esclavage et qui est un buste qui date qu'il a réalisé en 1868 comme une étude qui est devenue une étude pour la statue qu'on voit aujourd'hui à la fontaine de l'Observatoire. Ce buste a été présenté en 1869 au Salon. Alors, je vais vous donner des informations qui sont très basiques parce que je ne suis vraiment pas historienne de l'art. Mes recherches portent sur l'histoire de la colonisation en Afrique et sur la dimension intellectuelle et culturelle de cette histoire à partir des années 1870 et surtout au XXe siècle. À partir des années 1870, ça veut dire à partir du moment où les sociétés européennes changent d'attitude par rapport aux sociétés africaines, qui sont leurs partenaires depuis des décennies, sinon depuis des siècles, sur le plan diplomatique et sur le plan économique, et où les sociétés européennes se mettent à agresser systématiquement ces sociétés et à faire des guerres de conquête et à les coloniser. Alors, en fait, je vais vous parler de ce buste, et c'est vrai que ce buste m'a beaucoup frappé dès que je l'ai regardé. Immédiatement autour de ce buste et dans la demande que m'a faite Marie Aigné, j'ai reconnu un thème qui est un thème incontournable quand on s'occupe de l'histoire de l'Afrique, qui est l'histoire de l'esclavage, et une histoire qui ne se termine pas au XIXe siècle, qui se poursuit au XXe siècle, et qui continue à être quelque chose de vivant en Afrique, et sur lequel circule un certain nombre de représentations. Alors ce buste, moi, m'a vraiment frappé, parce que c'est un buste qui a eu énormément de succès en son temps. Vous en avez deux exemplaires ici. Donc l'exemplaire qui est dans les collections du musée qui se trouve à gauche, donc, et qui est en marbre, qui est celui qui a été présenté au salon. Alors il porte sur le socle, on voit apparaître la question pourquoi naître esclave, et c'est cette question qui me fascine particulièrement. Je ne sais pas si elle est apparue en fait dès le salon de 1869. J'avoue que j'ai pas poussé mes recherches sur ce point-là, mais en tout cas cette inscription on la retrouve sur toutes les reproductions de ce buste, et ces reproductions sont nombreuses. Ce que vous voyez sur la partie, alors attendez, je suis en train sur l'autre partie de l'image, c'est un buste en plâtre qui est coloré pour être plus réaliste. Donc c'est une reproduction qui est un peu plus tardive, qui date de 1875 et qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Reims. Et c'est une image qui a été reproduite dans le catalogue de l'exposition Le Modèle Noir de Géricault à Matisse. Alors, ce qui est très frappant par rapport à ce buste, c'est qu'il est immédiatement reproduit sous différentes formes. Alors, sous des formes très coûteuses en marbre, etc., mais aussi sous des formes plus modestes, donc en plâtre peint ou bien en terre cuite. On le trouve encore dans le catalogue de la manufacture de Sèvres en 1932, donc il est possible de l'acheter, ce qui veut dire qu'on le trouve dans de nombreux musées en France et à l'étranger, et qu'il est possible aussi qu'un certain nombre de particuliers l'aient acheté. Donc c'est vraiment un buste qui a saisi quelque chose de son temps, quelque chose qui était en train de se passer, et qui nous permet de justement plonger dans ce qui se transformait à ce moment-là. Alors, en fait, je vais le faire en deux temps, qui correspondent à mon titre et à mon sous-titre. Donc, je vais d'abord vous parler, en fait, des abolitions du XIXe siècle. Et d'une part, de la façon dont elles se déroulent, parce qu'on peut dire que ce buste, il incarne, en fait, une forme d'exultation des Européens, des Français et des Européens, à se dire, ça y est, on en a fini avec l'esclavage, on a aboli l'esclavage, on a passé outre l'esclavage, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le passé, une affirmation qui est loin d'être vraie. Dans ce que je vais vous dire, je vais beaucoup me servir de l'ouvrage dont vous voyez la couverture ici, qui est l'ouvrage collectif, et c'est vraiment un pavé de plus de 1000 pages, de Paulin Ismar, Benedetta Rossi et Cécile Vidal, et donc qui s'intitule Les mondes de l'esclavage. Il est sorti en 2021. C'est un ouvrage fondamental qui fait le point sur toutes les recherches sur l'esclavage et qui invite à faire une histoire globale,
comparé et transhistorique de l'esclavage et qui nous permet de mieux comprendre en fait ce phénomène de l'esclavage. Donc je vais énormément me servir de cet ouvrage dans ce que je vais vous dire et je vais vous montrer à quel point ce sentiment d'exultation à la fin des années 1860 où les Européens se disent débarrassés de l'esclavage est un sentiment complètement faux, mais c'est une forme d'exultation qui continue à habiter nos représentations. La deuxième partie de ma présentation sera consacrée à ce que ça veut dire être une femme et être esclave en Afrique de l'Ouest. Alors, je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest parce que je le connais bien. Mes recherches portent sur cette région-là en Afrique et aussi parce qu'il est particulièrement bien documenté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la seconde moitié du 19e siècle, être femme et esclave? Et là, on retrouve quelque chose qui est très important pour toutes les recherches. C'est très important depuis les années 90 pour toutes les recherches historiques. En gros, depuis les années 1990, les historiens et les historiennes ont décidé de faire de l'histoire autrement et de s'intéresser davantage aux acteurs et aux actrices et de faire l'hypothèse que tous les acteurs et toutes les actrices, si petits et si petites soient-ils, si humbles, aussi bien les esclaves, on trouve difficilement une condition plus humble, tous ont une capacité de faire des projets et d'agir, d'essayer de maîtriser leur vie. Et donc, les historiens et les historiennes, depuis les années 90, essayent d'inclure dans l'histoire les trajectoires d'un maximum d'acteurs et d'actrices. Et je voudrais vous parler de ce que c'est qu'être esclave en Afrique au 19e siècle, dans la seconde moitié du 19e siècle en Afrique de l'Ouest, à partir d'histoires d'hommes et à partir d'histoires de femmes. Alors, je vais commencer par la question des abolitions. Et je voudrais d'abord, dans cette première partie, vous parler donc des angles morts, des abolitions du 19e siècle et vous expliquer aussi pourquoi il faut parler d'abolition au pluriel et des abolitions du 19e siècle. Le buste a été sculpté par Carpeaux en 1868. Alors, ce n'est pas une date anodine. On est 20 ans exactement après l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, en 1848. Donc, on peut penser qu'il a sculpté ce buste comme un hommage, en fait, à cette abolition qui avait été prononcée par la Seconde République. Mais il y a une continuité, d'une certaine façon, entre la Seconde République et le Second Empire, dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, puis Napoléon III. Alors, ce buste, c'est sans doute un hommage, même si je n'ai pas trouvé de traces probantes, mais je dois dire que je n'en ai pas cherché énormément. Mais autre chose m'a frappé. On ne peut pas se contenter en fait de cette chronologie purement française, 1848-1868. Et c'est pour ça que je vous ai rappelé un certain nombre de dates dans ce petit panneau, dans cette petite chronologie, parce qu'au 1868, on est 3 ans après la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. La guerre de sécession a définitivement aboli l'esclavage aux États-Unis et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un point tournant parce que c'est le moment où une des grandes sociétés esclavagistes qui avait consommé énormément d'esclaves encore au début du 19e siècle, ça s'est tari assez vite dans les années 1820-1830, a renoncé à l'esclavage. Donc il y a vraiment un point de bascule à la fin des années 1860 où les États-Unis cessent d'être une société esclavagiste et où les deux autres grandes sociétés esclavagistes des Amériques, la colonie espagnole qu'est l'île de Cuba et le Brésil également, basculent elles aussi dans un processus d'abolition de l'esclavage. Alors, ce qu'il faut ajouter, et je vous montre tout de suite une carte que je commenterai assez peu, c'est que, je vous montre simplement une carte qui récapitule l'histoire de la traite à partir de l'Afrique. Et vous voyez que c'est une carte extrêmement connue. Je voudrais juste insister sur un point. 1868, le sentiment d'exultation par rapport à l'abolition de la traite et de l'esclavage, il est quand même pertinent, il a une pertinence, parce que la traite des esclaves, et la traite des esclaves dans l'Atlantique en particulier, a repris en force au début du 19e siècle. Pendant toute la période révolutionnaire, toute la période de guerre, le trafic d'esclaves a été interrompu dans l'Atlantique et au début du 19e siècle, il a repris de façon extrêmement forte, ce qui veut dire qu'il y a eu aussi un prélèvement extrêmement important de personnes réduites en esclavage en Afrique, alors qui
qui était en Afrique de l'Ouest au départ et qui a très vite glissé vers l'Angola. Mais il y a eu un prélèvement très important et de très nombreux esclaves qui ont été acheminés à travers l'Atlantique. On estime que c'est aussi important dans les années 1820-1830 que dans les années 1770-1780, soit au grand moment de la traite négrière avant la Révolution française, parce que tout simplement, il fallait remettre des esclaves dans les sociétés esclaves américaines qui en manquaient. Donc, vous voyez qu'on est dans une période un peu particulière. Alors, les Français se sont beaucoup intéressés à la guerre de sécession. Ils l'ont suivi très attentivement dans la presse, puisque on est à un moment de grand essor de la presse quotidienne, de la même façon qu'ils avaient lu aussi avec passion le roman de Harriet Beecher Stowe, La case de l'oncle Tom. Donc en fait, on a cette espèce d'exultation et elle conduit à un nouveau récit collectif et à une représentation du monde qui est extrêmement binaire. Cette représentation du monde, elle consiste à séparer d'un côté les sociétés qui ont été capables de sortir de l'esclavage, qui ont été capables de renoncer à l'esclavage, donc d'abolir. Et les États-Unis, vous voyez, viennent de rejoindre ce club-là. Et puis les sociétés qui seraient à la traîne et les sociétés qui deviennent des sociétés coupables parce qu'elles continuent à pratiquer l'esclavage alors que d'autres sociétés l'ont abandonné. De la même façon, vous voyez qu'il y a une façon de se voir comme moderne parce qu'on lit la presse, on suit ce qui se passe aux États-Unis quand il y a une guerre aux États-Unis, quand on est français. Et puis, il y a des sociétés qui, elles, sont décidément primitives ou archaïques. Tous ces termes-là ont le même sens. Et des sociétés où les personnes seraient encore enfermées dans l'esclavage. Donc, vous voyez qu'on arrive dans une vision binaire du monde et qui est une vision binaire du monde qui va justifier, évidemment, la colonisation. Alors, je voudrais bousculer cette vision binaire du monde en mettant en évidence au moins 3 angles morts des abolitions du XIXe siècle. Et je m'appuie largement sur les très nombreuses contributions de cet ouvrage, Les mondes de l'esclavage. C'est un excellent ouvrage et c'est un ouvrage extrêmement accessible parce que c'est le type d'ouvrage où tous les spécialistes se mettent ensemble en fait pour réfléchir sur la définition de l'esclavage, qui reste une question extrêmement complexe, et où tous contribuent en donnant des chapitres extrêmement courts de 5 à 10 pages, ce qui permet en fait ce qui est un point d'entrée pour énormément de lecteurs et de lectrices. Alors le premier angle mort que je voudrais vous rappeler, c'est simplement un angle mort chronologique. Les abolitions, alors pour la France, l'abolition de 1848, le moment où l'esclavage est aboli dans les colonies, c'est pas rien, hein. Il y a 250 000 personnes qui sont libérées de l'esclavage à ce moment-là dans les colonies françaises, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou à La Réunion. À La Réunion, le processus était déjà un peu enclenché, mais c'est pas la première fois qu'on abolit l'esclavage. Les abolitions de l'esclavage, elles ont commencé en fait alors dans certains États américains dès les années 1770, et en France, il y a eu une première abolition, vous le savez, en 1794, qui est une abolition extrêmement intéressante et extrêmement instructive par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle, parce que l'abolition de 1794, elle est liée à un contexte de guerre. C'est le moment où les Anglais et les Espagnols en fait envahissent l'île de Saint-Domingue, qui est la colonie esclavagiste française la plus rentable. On est en période de guerre, donc elle est envahie. Et c'est le moment, donc il y a une période de guerre. Et dans une période de guerre, en fait, pour se défendre, on a besoin d'engager les esclaves comme soldats. Et quand on les engage comme soldats, c'est toujours avec la même promesse que s'ils tiennent leur engagement comme soldats, au terme de cet engagement, ils deviendront des hommes libres. Vous voyez que déjà, ça introduit une inégalité de genre, parce que quand on est homme et esclave, on a cette possibilité-là de se libérer, alors que cette possibilité, elle n'existe pas pour les femmes. Deuxième trait qui est commun entre Saint-Domingue en 1794 et l'Afrique de l'Ouest, donc l'Afrique de l'Ouest est aussi dans un état de guerre dans la seconde moitié du XIXe siècle. Deuxième élément,
En 1794, ce qui fait exploser les choses et ce qui rend absolument inévitable l'abolition de l'esclavage, c'est que les esclaves présents à Saint-Domingue sont arrivés relativement récemment. Ce sont des personnes qui ont été réduites en esclavage et qui veulent à tout prix se libérer. Donc dès qu'il y a un contexte de guerre qui le leur permettent, elles se libèrent. Elles se libèrent par elles-mêmes, elles s'échappent de leurs conditions et elles ont encore les moyens de le faire parce que, entre autres, ce sont des gens qui viennent pour beaucoup d'ailleurs de l'Afrique de l'Ouest, qui parlent les mêmes langues, donc qui sont capables de s'organiser, de se retrouver, de s'organiser et de constituer leurs propres armées. On a un phénomène du même ordre en Afrique de l'Ouest, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais vous voyez que, en fait, cette première abolition, elle est très importante parce que c'est une abolition de l'esclavage non pas à la demande des esclaves, parce qu'en fait, les esclaves de Saint-Domingue sont déjà partis. Ils sont déjà partis, ils sont déjà partis en marronnage, ils ont déjà quitté les plantations, donc les autorités françaises n'ont plus le choix, elles doivent abolir l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver en Afrique de l'Ouest. Et ça rend d'autant plus terrible ce qui s'est passé en 1802, c'est-à-dire le rétablissement de l'esclavage, non pas à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, la tentative a échoué et a abouti à l'indépendance de Haïti en 1804, mais le rétablissement en Guadeloupe en particulier. Il n'y a pas eu de rétablissement en Martinique parce qu'il n'y avait pas eu d'abolition, la Martinique étant passée sous contrôle britannique en 1794. Mais en Guadeloupe également, il y a eu des combats extrêmement durs au moment du rétablissement de l'esclavage. Et vous voyez que donc, l'abolition de 1848, c'est pas quelque chose qui arrive, on peut pas l'avoir dans une perspective évolutionniste, comme ont tendance à faire, je pense, les contemporains de la fin des années 1860. C'est une réédition. Et c'est une réédition qui est complexe. Frédéric Régent, qui est un spécialiste de l'esclavage de la période révolutionnaire et avant, le dit très bien dans Les mondes de l'esclavage. C'est une spécificité en fait de la France d'avoir eu deux abolitions et c'est une spécificité qui a pesé lourd. En Guadeloupe et en Martinique, il était impossible d'aller vers une abolition graduelle de l'esclavage, c'est-à-dire de décider par exemple que tous les enfants qui naissent après une certaine date sont libres, parce que tout simplement les gens avaient été remis dans l'esclavage de façon extrêmement dure en 1802. Beaucoup étaient morts pour ne pas retourner en esclavage et la mémoire de ces événements était extrêmement vive. Donc il n'était pas possible de faire une abolition graduelle. Il a fallu passer à une abolition qui a été une abolition immédiate. Donc vous voyez qu'il y a une histoire, il y a des précédents. Donc c'est une histoire longue. Les abolitions de l'esclavage, il n'y en a pas eu seulement au XIXe siècle. Et ce qu'on peut ajouter, et c'est pour ça que je vous ai mis cette chronologie, c'est que ce n'est pas une histoire qui est terminée au XIXe siècle. En 1868, si vous voulez, on peut avoir envie de croire que maintenant que les États-Unis ne sont plus une société esclavagiste, l'esclavage s'est terminé. Mais ce n'est pas du tout le cas, et on le sait. Dès le début des années 1920, la Société des Nations, qui a été créée en 1919 à la sortie de la Première Guerre mondiale, reprend le combat pour donner une définition explicite et officielle de l'esclavage dans le droit international et pour continuer le combat, pour réclamer le principe de l'abolition de l'esclavage. Et elle arrive en 1926 à faire adopter la première convention qui définit l'esclavage et qui fait reconnaître à toutes les sociétés membres de la Société des Nations que l'abolition est un principe incontournable. Bon, alors cette première convention, elle a été suivie d'autres conventions. Il y en a eu une dès 1933. La Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 est revenue sur la question. Il y a eu une convention supplémentaire en 1956. Ça montre la complexité en fait de l'abolition de l'esclavage. Et on sait aujourd'hui, parce qu'on a toujours des associations qui luttent contre l'esclavage et qui montrent que l'esclavage existe encore, que le problème est toujours devant nous. Donc abolir l'esclavage, c'est un travail extrêmement complexe et c'est un travail qu'on ne peut pas considérer comme terminé. Alors je vous montre peut-être ça c'est le premier angle mort. Deuxième angle mort que je voudrais vous signaler par rapport à cette position de 1868 d'exultation,
se féliciter très bruyamment et s'auto-féliciter, parce que c'est les Européens et les Occidentaux qui se décernent des brevets d'anti-esclavagisme. Alors, je vais peut-être vous montrer cette diapositive-là. Se féliciter, en fait, de l'abolition de l'esclavage à la fin des années 1860, c'est une façon de faire l'impasse sur ce qui se passe après. Or, ce qui se passe après est extraordinairement compliqué et extrêmement paradoxal. Je vais vous en donner des exemples. Premier exemple que je ne développerai pas parce qu'il est très connu, l'exemple des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, entre 1865 et 1896, en 1896, la Cour suprême prend un arrêté reconnaissant la légalité de la ségrégation raciale. Donc, en l'espace de 30 ans, on a basculé d'une société esclavagiste à une société post-abolitionniste, mais qui est une société qui a légalisé la ségrégation raciale et qui est une société raciste, dans tous les sens du terme. Donc, vous voyez que c'est très compliqué et de réfléchir à ces questions-là. Alors, la diapositive que je vous montre là, c'est une diapositive que je suis allée pêcher hier soir, d'ailleurs, sur le site de Anti-Slavery International, qui est une des associations qui lutte aujourd'hui encore contre l'esclavage, qui est une association anglaise. Et c'est une association intéressante pour nous, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une association ancienne, et c'est une association qui est née du mouvement des abolitions. Elle est née en 1839, c'est pas la première du genre, mais elle est née en 1839 et elle n'a jamais cessé de fonctionner depuis 1839. Vous voyez que c'est une très vieille dame, elle va bientôt vers la fin de son deuxième siècle. On pourra fêter son bicentenaire en 2039. Elle a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la Convention de 1926. Donc vous voyez que c'est un combat de longue haleine et c'est une transformation de longue haleine. Deuxième élément intéressant sur cette image, alors la photographie change régulièrement sur le site, mais c'est toujours pareil, c'est toujours une femme. C'est toujours une femme et c'est très souvent une petite fille parce que, de fait, l'esclavage aujourd'hui, ce qu'il en reste, concerne pour beaucoup des femmes et des petites filles. Alors vous voyez qu'on a tendance, et ça renforce l'idée qu'il y aurait d'un côté ceux qui ont aboli et de l'autre ceux qui restent dans l'esclavage et qui seraient des personnes vulnérables, des enfants et des femmes. Bon, alors je reviens à ce que je vous disais sur le deuxième angle mort. Le deuxième angle mort, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Et ce qui se passe après, donc c'est très compliqué. Bon, aux États-Unis, on va très vite vers la ségrégation. Et dans les colonies françaises où on a aboli l'esclavage, c'est également très complexe et très paradoxal. En Guadeloupe et en Martinique, très rapidement, pour obliger les personnes qui étaient réduites en esclavage, qui viennent d'être émancipées et qui se sont immédiatement enfuies des plantations, parce que c'était les lieux où elles étaient rivées à leurs conditions d'esclaves. Pour les faire revenir sur les plantations et les remettre au travail, on utilise tout de suite les lois sur le vagabondage, c'est-à-dire qu'on punit très fermement toute forme de vagabondage. Et comment on le punit ? On le punit par du travail pénal. Le travail pénal est une forme de travail contraint qui a toujours cours, y compris dans notre société. Donc on le punit par du travail pénal et on les ramène de force sur les plantations. Alors il faut aller plus loin que ça, parce que, et là je me sers du livre de Sylviane Larcher intitulé « L'autre citoyen » et qui est paru en 2014, qui explique ce qui s'est passé en Guadeloupe et à la Martinique après l'abolition de 1848. Ce qu'elle explique, c'est qu'on va plus loin qu'utiliser les lois sur le vagabondage, parce que les pauvres aussi, on a un peu tendance à les enfermer et à les mettre au travail en métropole. On va plus loin en Guadeloupe et en Martinique. On invente en fait un délit nouveau et qui n'existe que dans les anciennes colonies esclavagistes, qui est le délit de manquement au travail. Et le manquement au travail est puni par du travail contraint. Donc vous voyez que de l'esclavage, on passe au travail contraint et que c'est quelque chose de très compliqué. Autre élément qui a été bien étudié par Sylviane Larcher, le fait que, et ça c'est le Second Empire qui va s'en charger, très vite, on dit que l'esclavage a avili tout le monde dans les sociétés esclavagistes. Ceux qui étaient esclaves et qu'il faut rééduquer, civiliser, donc là on a tout le discours de la mission civilisatrice, mais aussi ceux qui étaient propriétaires d'esclaves. Et c'est la raison pour laquelle on retire aux colonies françaises, à ce qu'on appelle maintenant les vieilles colonies,
on leur retire leur représentation dans les assemblées, à l'Assemblée nationale. On leur retire cette représentation en 1852 parce qu'on considère qu'elles ont été avilies par l'esclavage. Et ce qui s'invente là, c'est un état d'exception. Vous voyez qu'on invente des recettes qui vont être des recettes qui seront élargies par la Troisième République et mises en pratique dans les colonies. Ce qu'on invente aussi, c'est l'idée qu'il y a des égaux inférieurs, puisque dans ces colonies qui ne votent plus, il y a quand même des citoyens, mais ces citoyens sont des égaux inférieurs, comme le montre Sylviane Larcher. Et là, vous voyez qu'on entre dans une logique qui est une logique qui sera celle de la colonisation à partir de la fin du XIXe siècle. Donc, vous voyez que c'est pas si simple d'abolir l'esclavage, et en fait, on ne peut pas se réjouir trop vite, parce que ce qui se passe après est extrêmement compliqué. Troisième angle mort que je voudrais évoquer, et qui va me permettre de passer à la deuxième partie de ma présentation sur ce que ça veut dire être femme et esclave en Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle. Que faire dans les nouvelles colonies? Je vous ai parlé de ce qui se faisait dans les vieilles colonies, mais en 1848, il y a deux énormes problèmes. Le Sénégal, qui est une colonie française, qui est en train, où il y a un processus de conquête territoriale qui est en cours, et où il y a des esclaves, qui est une société esclavagiste. Donc comment faire pour abolir au Sénégal? Je vais vous en parler dans la deuxième partie. Et comment faire en Algérie aussi? En Algérie également, il y a des esclaves. Donc comment faire là pour mettre en place le décret de 1848? Alors le décret de 1848, il n'arrive pas d'un seul coup, il est en discussion depuis une dizaine d'années. Et la question a été posée à plusieurs reprises à ceux qui gouvernaient l'Algérie, et en particulier au maréchal Bugeaud, qui était le gouverneur de l'Algérie en 1845. On lui demande comment s'y prendre pour abolir l'esclavage. Et sa réponse est très nette. Et elle consiste à dire que c'est impossible d'abolir l'esclavage en Algérie, et que si vraiment Paris veut abolir l'esclavage en Algérie, il faut lui envoyer un ensemble de fonctionnaires qui seraient encore plus gros que tous les fonctionnaires qu'on peut trouver en France métropolitaine. Donc c'est impossible d'abolir l'esclavage. On sait en fait, les autorités françaises savent assez peu de choses de l'esclavage en Algérie. Elles savent qu'il existe, mais elles savent très peu de choses sur les esclaves. Les autorités françaises sont consultées en 1848 pour savoir qui indemniser, et elles estiment qu'il y a à peu près 10 000 esclaves dans la partie de l'Algérie qui est sous contrôle français, mais c'est une estimation, et en fait il n'y a aucun recensement précis, et il n'y en aura aucun par la suite. Et vous voyez que les esclaves, c'est les gens qu'on ne prend pas en considération, qu'on ne compte pas dans les recensements, qu'on ne voit pas. Ce qui est intéressant aussi avec l'Algérie, c'est que en fait, l'abolition vient contrecarrer les plans qui étaient tracés dans les années 1840. Dans les années 1840, les Français sont persuadés que la population algérienne va disparaître. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, on est dans un processus de guerre extrêmement violent, et il y a une régression démographique visible de la population algérienne. Donc les autorités françaises font l'hypothèse en fait qu'il va se passer la même chose qu'aux États-Unis avec les populations indiennes, c'est-à-dire que la population algérienne va très rapidement décliner, et que ce sera une population résiduelle, donc que le problème, ça va être de peupler l'Algérie. Or, il y a relativement peu de Français qui sont prêts à partir comme colons en Algérie. Alors, les plans au début des années 1840, ils sont très simples. Ils consistent à aller acheter des esclaves, et on peut en acheter assez facilement. Il suffit d'en acheter, en fait, dans les réseaux de la traite transsaharienne. Il n'est pas question d'en acheter, évidemment, dans la traite atlantique. Les Français ont renoncé à cette forme de traite au début des années 1830. Mais il s'agit d'aller acheter des esclaves dans les réseaux sahariens et de les utiliser pour peupler l'Algérie, pour en faire des colons. Et comment on fait? On utilise la très vieille recette qui consiste à acheter des esclaves pour en faire des soldats, et au terme de leur engagement, à en faire des hommes libres. Donc en 1845, en fait, l'armée française fait des enquêtes et a un plan pour acheter 5000 esclaves masculins à 200 francs pièce. Donc vous voyez qu'on est allé très loin dans l'enquête, puisqu'on sait combien ils coûteraient. Et l'idée, c'est de les incorporer pour une dizaine d'années, et ensuite d'en faire des soldats colons qui à la fois défendraient le territoire et puis qui commenceraient à le mettre en valeur. Alors,
C'est un vieux réflexe des sociétés esclavagistes, utiliser des soldats pour constituer des armées. Et il y a un modèle qui est tout à fait probant, et les enquêtes des Français portent sur ce modèle, c'est le modèle de l'Égypte. L'Égypte, à ce moment-là, fait partie de l'Empire ottoman, et l'Égypte a une armée d'esclaves qu'elle achète à peu près dans les mêmes réseaux et qu'elle utilise régulièrement. Et au terme de leur engagement, les esclaves, ces soldats esclaves sont libérés. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans des raisonnements esclavagistes, et abolir l'esclavage et coloniser, en fait, c'est contradictoire. C'est tellement contradictoire, et ça le reste, en fait, jusqu'au tout début du XXe siècle. On peut dire que les autorités françaises en Algérie se mettent à s'intéresser aux esclaves et en particulier à les libérer systématiquement après 1906. Donc vous voyez que ça fait presque 60 ans après l'abolition formelle de l'esclavage. Et 10 ans plus tôt, en 1896, le gouverneur général de l'Algérie est très embarrassé parce qu'il y a plusieurs dizaines d'esclaves qui se sont libérés eux-mêmes en fuyant les régions sahariennes de l'Algérie. Et donc, ils ont fui vers le nord. Ils se sont présentés à l'administration française en demandant qu'on reconnaisse leur liberté et qu'on leur donne des certificats de liberté. Au lieu de leur donner des certificats de liberté, ces quelques dizaines de fugitifs, on les a ramenés de force à In-Salah, c'est-à-dire dans une ville qui est au centre de la partie saharienne de l'Algérie, et on les a laissés là, ce qui veut dire qu'on a ouvert la possibilité pour leurs propriétaires de venir les récupérer. Donc, vous voyez que, en fait, colonisation et abolition de l'esclavage, c'est contradictoire. Alors, ce n'est pas seulement les pratiques des populations algériennes, hein, même si les Français ont plus de difficultés à posséder des esclaves, mais ils continuent à en acheter. On a le cas, en 1900, de quelqu'un qui s'appelle Alexandre Joly, qui est professeur à Alger. Il est professeur à la Médersa d'Alger, c'est-à-dire dans une école coranique de niveau assez avancé, mais c'est un Français, c'est un Européen, c'est un Français. Il est allé faire une mission au Sahara en 1900, et il revient avec une petite fille de 10 ans à peu près qu'il a achetée, et on le sait parce que, en fait, c'est de notoriété publique, et l'administration est avertie, et elle est sommée de faire quelque chose, parce qu'il y a aussi, dans la société algérienne, des personnes qui luttent contre l'esclavage. Donc vous voyez que l'abolition de l'esclavage dans les sociétés coloniales, c'est un sacré problème. Alors, j'en viens à ma deuxième partie sur ce que ça veut dire être femme et esclave en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, je vous montre cette diapositive, je vais revenir aux précédentes, parce que je vais énormément m'appuyer dans tout ce que je vais vous dire sur les deux ouvrages qui sont mentionnés ici. L'ouvrage de Martin Klein, qui est un historien américain, états-unien plus exactement, « Esclavage et pouvoir colonial en Afrique occidentale française ». C'est un ouvrage qui date de la fin des années 90. Et Martin Klein a commencé ses enquêtes dans les années 1960-1970 et qui a été traduit assez tardivement en français. Et puis l'ouvrage de Marie Rodet, qui est plus récent, « Les migrantes ignorées du Haut-Sénégal ». Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, de l'esclavage en Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle? La première chose à dire, c'est que c'est un esclavage qui est profondément enraciné. Les sociétés d'Afrique de l'Ouest, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et on peut dire que c'est le cas depuis un millénaire quasiment, sont des sociétés esclavagistes, sont des sociétés qui ont des esclaves, qui font travailler des esclaves, qui capturent des esclaves, qui les vendent à l'extérieur ou qui les vendent entre elles pour les utiliser. Donc, on est vraiment là dans un environnement qui est un environnement esclavagiste. Alors, un petit mot je vous ai montré une carte de la traite, et vous voyez que l'Afrique de l'Ouest est un lieu de traite assez actif vers l'extérieur et à l'intérieur, et ça a des conséquences dramatiques sur le plan démographique. On ne sait pas grand-chose de la démographie de l'Afrique avant le XXe siècle, on a des données globales, on n'a pas de données précises, mais toutes les estimations suggèrent
que la démographie de l'Afrique de l'Ouest est en fait au point mort depuis quasiment le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a un accroissement naturel, mais que cet accroissement naturel, il est systématiquement enlevé par les traites, aussi bien la traite atlantique que la traite transsaharienne, même si ce n'est pas les mêmes volumes de personnes. Donc vous voyez que, et alors ça a quelque chose de terrible pour l'Afrique de l'Ouest, parce que ça veut dire que le grand problème en fait de cette région du monde, c'est que c'est une région qui est sous-peuplée. Elle en a enfin fini avec ce sous-peuplement qui a duré des siècles, mais c'est une région sous-peuplée donc qui a du mal en fait à se développer, et donc on est dans une situation où il y a beaucoup de terres cultivables et peu de main d'œuvre pour les cultiver, et où l'esclavage, le fait d'avoir des esclaves qu'on utilise comme main d'œuvre agricole, est une solution à peu près cohérente sur le plan économique. Et vous voyez que plus il y a d'esclavage, plus il y a de traite, et plus ça entretient en fait cette situation où on a besoin d'esclaves, et où comme on a peu de main d'œuvre, on manque de main d'œuvre et qu'on veut absolument tenir la main d'œuvre, on la réduit en esclavage. Donc en gros, si vous voulez, la traite et l'esclavage s'entretiennent mutuellement. Alors pour autant, bon, là, vous avez une carte des États que je ne vais pas commenter beaucoup. Pour autant, être esclave en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle, ça peut vouloir dire des choses très différentes. Il y a des sociétés qui pratiquent des formes intensives d'esclavage, où vous avez des systèmes de plantation agricole. On trouve ça à la fois dans le golfe du Bénin pour produire tout ce qui est huile de palme, noix de palme, etc. Là, les esclaves sont installés dans des plantations, donc ils sont très nombreux et ils sont traités de façon extrêmement dure, mais ça existe aussi dans le Mali actuel, par exemple, ou le nord du Nigeria actuel, pour produire d'autres types de produits agricoles. Ça existe au Sénégal, c'est comme ça que la gomme arabique, qui est produite au Sénégal et qui est un produit extrêmement valorisé parce qu'il est utilisé pour les teintures. La gomme arabique, autour du fleuve Sénégal, elle est produite par des esclaves. Alors, soit vous êtes dans une plantation, dans un système intensif, vous êtes dans une plantation, vous pouvez être aussi esclave de propriétaires qui sont des marchands et qui vont vous faire travailler en ville comme artisans, ce qui est une situation un peu plus favorable. Et puis, vous avez des systèmes esclavagistes à faible densité où un propriétaire d'esclaves a 2-3 esclaves, pas tellement plus, et les intègre dans sa famille, en fait, et travaille avec eux, ce qui n'est pas du tout la même situation. Donc, en fait, si vous voulez, là, on a une mosaïque de situations, et c'est un petit peu une bouffée d'air, en fait, pour les esclaves en Afrique de l'Ouest, parce que quand vous êtes esclave en Afrique de l'Ouest, c'est difficile de se libérer, mais une des choses que vous pouvez faire, c'est changer de système esclavagiste, c'est fuir, et alors vous avez toutes les chances, si vous fuyez, d'être repris en esclavage, mais vous pouvez fuir vers un type d'esclavage qui sera un peu moins rude. Alors le XIXe siècle se caractérise par plusieurs facteurs, par 2 grands facteurs. Le premier facteur, c'est que c'est un moment de recomposition politique pour l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des nouveaux États qui apparaissent, qui se constituent, qui se font à peu près tous la guerre, qui pratiquent tous le fait de faire des raids esclavagistes pour se procurer des esclaves et pour les vendre à l'extérieur, pour obtenir en échange de ces esclaves des armes. Donc en gros, si vous voulez, c'est une situation de guerre, qui est très défavorable aux esclaves, parce que c'est un moment où il y a beaucoup de personnes qui sont réduites en esclavage. On estime qu'autour de 1900, une personne sur 2 dans toute l'Afrique est soit esclave, soit descendante directe d'esclaves, donc frappée par le stigmate de l'esclavage. La deuxième caractéristique du XIXe siècle en rapport avec l'esclavage, c'est que la traite atlantique se termine en fait au milieu du XIXe siècle, et ça pose un énorme problème parce que toutes les sociétés en fait pratiquent les raids esclavagistes et vendent une partie des esclaves vers l'extérieur, vers les côtes, et vous avez énormément d'esclaves qui vont s'accumuler sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, et ces esclaves en fait ils vont être utilisés, c'est là que vont se développer ces systèmes de plantation avec un esclavage très intensif. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest est particulièrement intéressante
à observer. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'observer la seconde moitié du 19e siècle? Bon, là, je suis complètement les travaux de Martin Klein en particulier. C'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup de sources. Alors qu'avant 1850, on a très très peu de sources écrites pour savoir ce que ça veut dire être esclave en Afrique de l'Ouest. À partir de 1850, on commence à avoir beaucoup de sources. On a des sources écrites qui sont écrites en arabe ou dans les langues européennes. Deuxième élément qui va produire beaucoup de sources, à partir de 1848 quand même, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest sous domination française, quand vous abolissez, quand vous faites au moins le geste d'essayer d'abolir, vous faites des inventaires, puisque vous devez indemniser les propriétaires d'esclaves. Donc vous voyez qu'on commence à avoir des données sur les esclaves, sur qui possède combien d'esclaves et ce que font ces esclaves. Et troisième élément, c'est pour ça que je vous parlais de Martin Klein et que je m'appuie beaucoup sur ses travaux. Martin Klein fait partie de ces générations d'historiens qui, dès les années 1960-1970, sont allés collecter énormément de récits de vie. Ils sont allés interroger les Africains et les Africaines pour leur faire raconter la colonisation, parce que c'était une façon d'avoir des archives alternatives. Et vous voyez qu'on est en 1960 et on a des gens dont les parents ont été esclaves, voire qui sont eux-mêmes nés dans l'esclavage. Donc on a beaucoup d'éléments sur l'esclavage aussi par ce biais-là. Alors quelques chiffres pour vous dire à quoi ressemble l'esclavage en Afrique de l'Ouest, plutôt sous domination française, dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, on sait que dans la traite atlantique, il y avait 2 hommes réduits en esclavage pour une femme. Enfin, dans ceux qui partaient, il y avait 2 hommes pour une femme. Et c'était des hommes et des femmes jeunes, mais il y avait relativement peu d'enfants. On sait, à l'inverse, que dans les traites internes en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique, il y a plus de femmes que d'hommes. On ne sait pas dans quelle proportion, mais on pense qu'il y a à peu près 60% de femmes. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants qui sont réduits en esclavage. Ce qu'on sait aussi, et ça on le sait parce que non seulement il y a les inventaires de 1848, mais à la toute fin du 19e siècle, et le livre de Martin Klein porte beaucoup sur la fin du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, en fait, l'administration coloniale française, quand même, commence à se dire qu'il faut vraiment faire quelque chose contre l'esclavage. Et donc, elle observe les choses de près et les administrateurs font toutes sortes d'enquêtes. Et il y en a un qui fait une enquête. Alors, il fait une enquête à Podor, qui est une des escales sur le fleuve Sénégal. Et ce qu'il voit en 1904, c'est que quand on achète un esclave, on l'achète à peu près 250 francs. Et en 5 ans, on a gagné une somme équivalente à ces 250 francs, à cette mise de départ, par le rendement du travail de l'esclave. Donc vous voyez que c'est un système qui reste rentable encore au début du XXe siècle. On estime qu'entre 1848 et 1905, il y a eu davantage de personnes réduites en esclavage en Afrique de l'Ouest que de personnes qui se sont libérées de l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose de très frappant parce qu'en fait, le nombre de personnes qui se libèrent de l'esclavage est en augmentation constante. Et ça, on le sait parce que à partir de du milieu des années 1850, il y a un journal officiel au Sénégal qui s'appelle le Moniteur du Sénégal. Et à chaque fois qu'un esclave est officiellement affranchi, c'est inscrit, c'est publié, la nouvelle est publiée dans ce Moniteur du Sénégal. On sait que dans les années 1850, on est à peu près à 100 libérations par an. On passe dans les années 1860 à 350. Et dans les années 1880, on est entre 1000 et 2000. Donc vous voyez que ça augmente très rapidement. Mais malgré tout, il y a plus de personnes qui sont réduites en esclavage que de personnes qui sont libérées. Dans ceux qui sont libérés, il y a 60% de femmes. C'est ce qui permet d'établir une proportion. Alors, ce qui a été étudié par Martin Klein et qui est absolument fascinant, c'est que cette dynamique de libération, elle va prendre une proportion tout à fait différente à partir de 1905. À partir de 1905, les autorités coloniales françaises se décident enfin à faire quelque chose pour les esclaves, c'est-à-dire à les libérer quand ils viennent les trouver. Mais malgré tout, elles n'avancent pas assez vite au gré des esclaves. Et en fait, il y a un gigantesque mouvement d'esclaves qui part de Banamba. Je ne sais pas si vous voyez où c'est au centre de la carte. Je vais utiliser le pointeur. C'est ici, Banamba. Voilà, je crois que c'est ça.
Donc on est au centre et on est dans... Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont été réduits en esclavage et ils ont été déplacés sur quelques dizaines ou plus souvent quelques centaines de kilomètres, mais rentrer chez eux, c'est quelque chose qui est accessible. Et à partir de 1905-1906, c'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que comme l'administration met du temps en fait à leur donner des papiers qui disent qu'ils sont libérés et qu'ils peuvent repartir, ils vont repartir d'eux-mêmes. Et on estime, alors là on le sait parce que ça a été étudié de près par Martin Klein, qu'à partir de 1906, il y a 1 million d'esclaves au Soudan français. Le Soudan français, c'est le Mali et le Burkina Faso actuel. Donc il y a 1 million d'esclaves, et ça commence à Banamba, qui vont partir. Donc, qui vont se libérer avec leurs pieds, ils partent et ils rentrent dans leur région d'origine où ils vont... Alors, tous ne rentrent pas dans leur région d'origine parce qu'ils peuvent avoir perdu tout contact, enfin, la plupart ont perdu tout contact et ils peuvent estimer que c'est trop dangereux de rentrer dans leur région d'origine, mais ils vont fonder d'autres villages, pas très loin du village où ils étaient en esclavage, et ils vont renégocier leur statut avec ceux qui étaient leurs propriétaires. 1 million, selon Martin Klein, c'est à peu près un tiers des esclaves qui sont présents en Afrique de l'Ouest, donc au tout début du XXe siècle, et vous voyez que c'est énorme. Donc, vous voyez que là, on a un mouvement qui est puissant et un mouvement que les autorités coloniales ont bien été obligées d'enregistrer et d'essayer de canaliser. Alors, autre question, je voudrais, à partir de ces éléments très généraux, poser 2 questions. D'abord, est-ce qu'il y a une spécificité de la condition d'esclave pour les femmes en Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle? Alors, il y a une spécificité, il faut répondre par l'affirmative à cette question. Cette spécificité, elle est structurelle, elle est ancienne, elle existe depuis longtemps dans les sociétés ouest-africaines, mais elle va être exploitée et elle va être renforcée d'une certaine façon, ou elle va être au moins prolongée indûment par la colonisation française. Les femmes sont en fait plus exposées à être réduites en esclavage en Afrique de l'Ouest et dans tout l'ensemble de l'Afrique, parce que, en fait, alors il y a 2 choses qui font que les femmes sont plus exposées. C'est elles qui sont la main-d'œuvre agricole. Et elles travaillent dans les champs, et les champs sont souvent écartés des villages, donc elles sont plus exposées à être saisies en esclavage, à être victimes d'un raid esclavagiste. Et puis, elles ont moins de moyens pour se défendre, elles sont rarement formées au métier des armes, donc c'est elles et les enfants qui sont les plus faciles à capturer. Et alors ça, on le sait de sources sûres, et les volumes d'esclaves quand même qui circulent, par exemple, au Sénégal, encore en 1905, sont énormes. En 1905, un administrateur calcule que dans la ville de Saint-Louis du Sénégal, entre 1898 et 1904, il y a 200 enfants qui sont arrivés. Alors, ils sont arrivés en général par bateau, qui sont arrivés pour servir d'esclaves. Donc, vous voyez que c'est vraiment des nombres tout à fait considérables, mais c'est aussi le moment où ça commence à faire scandale. Alors, pourquoi est-ce que les femmes sont plus vulnérables et pourquoi est-ce qu'il y a une spécificité des formes d'esclavage qui leur sont imposées? Parce que quand elles sont esclaves, les femmes ont une double capacité. Elles ont une capacité productive, c'est elles qui vont être des ouvrières agricoles, qui vont être utilisées comme main-d'œuvre agricole, et elles ont aussi une capacité reproductive. Les femmes peuvent avoir des enfants. Alors, elles peuvent avoir des enfants, ceci dit, il faut tout de suite faire une nuance. C'est pour les femmes qui sont réduites en esclavage en Afrique de l'Ouest, c'est comme dans toutes les sociétés esclavagistes, leur taux... Alors, on peut calculer le nombre d'enfants pour ces femmes de façon très ponctuelle sur des cas précis. On n'a pas de données globales, mais on peut le calculer sur des cas précis. Et à chaque fois, on trouve la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont moins d'enfants que les femmes libres. Elles ont moins d'enfants que les femmes libres parce qu'elles sont maltraitées et parce qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants, elles ne veulent pas reproduire la condition qui leur est faite. Donc en fait, si vous voulez, il faut écarter une hypothèse qui a été une hypothèse assez discutée dans les années 70, l'idée qu'il y aurait en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres régions de l'Afrique un esclavage domestique qui serait un esclavage plus doux et plus acceptable pour les femmes. C'est absolument pas vrai. Être femme et esclave, ça veut dire être déshonoré. Et quand on est déshonoré, on peut marginalement être incorporé, réintégré dans une parenté qui n'est pas la sienne, puisqu'on a été arraché à sa parenté d'origine. Mais en général, donc même si on est intégré, même si on est reconnu comme une concubine, voire comme une
énième épouse, etc., on a toujours un statut subalterne, et en général, les femmes ne sont pas des épouses légitimes. En général, on n'a pas payé de dot pour elles, donc elles sont pas vraiment des épouses, elles ont un statut à part. C'est ce qui fait d'ailleurs leur valeur comme concubines, parce que ce sont des femmes avec lesquelles pour lesquelles on n'a pas besoin de payer de dot. Alors évidemment, ça c'est le point de vue masculin. Et par ailleurs, les enfants que vont avoir ces femmes sont des enfants qui ne sont rattachés à aucun autre lignage que le lignage du père. Donc ça peut être intéressant d'avoir des épouses qui sont d'origine, qui sont des esclaves et qui restent des esclaves pour cette région-là. La deuxième raison pour laquelle l'hypothèse d'un esclavage plus doux ne tient pas, c'est qu'on est dans une situation de guerre, de raid esclavagiste, donc ça ne marche pas du tout. Et la troisième raison, c'est que ça a été un des grands arguments de toutes les administrations coloniales, françaises, britanniques, belges, etc., pour prolonger en fait l'esclavage et pour dire qu'il était acceptable. Donc vous voyez que en fait, les rapports entre les hommes et les femmes en Afrique de l'Ouest, qui sont des rapports très patriarcaux, une femme n'existe pas par elle-même dans la société, elle est forcément la fille de quelqu'un, la fille d'un homme ou la femme d'un homme. Ces rapports-là, ils sont très défavorables aux femmes et ils expliquent qu'elles soient plus réduites en esclavage. Ceci dit, il faut là aussi apporter une nuance de taille. Toutes les femmes n'occupent pas la même position dans les sociétés esclavagistes, et même quand elles sont esclaves, elles n'occupent pas la même position. Alors, je vous donne un exemple qui porte sur les signards, celles qu'on appelle les signards au Sénégal. Les signards, ce sont ces femmes qui sont d'origine sénégalaise et qui étaient les épouses, entre guillemets, à la mode du pays, c'est-à-dire des épouses avec lesquelles on ne contracte pas un mariage officiel des Européens. Donc ces femmes, en fait, qui ont un grand pouvoir social, parce que, alors souvent ces femmes sont elles-mêmes d'origine servile ou d'origine très, très humble, parce que les grandes familles du Sénégal refusent absolument de laisser leurs filles aux Européens. Elles servent donc ces femmes d'épouses locales, pour le plan local, mais ces femmes, elles sont très importantes, et c'est elles, par exemple, qui réalisent un certain nombre d'opérations commerciales. Donc ce sont des femmes qui s'enrichissent, et même si elles sont plus esclaves en général, mais elles sont d'origine servile, même si elles sont toujours marquées d'un certain stigmate, elles sont extrêmement riches et elles occupent une place centrale dans la société coloniale à Saint-Louis ou à Gorée. Alors je vous donne un exemple qu'on connaît bien parce que c'est une femme donc, qui est une signare, qui s'appelle Marie Legrose et qui est de Saint-Louis, qui en 1848 va déclarer le nombre d'esclaves dont elle dispose parce qu'elle veut être indemnisée au titre du décret de 1848 qui est appliqué à l'intérieur des murs de la ville de Saint-Louis. Et elle explique qu'elle a 22 esclaves. Sur ces 22 esclaves, non, excusez-moi, elle a 39 esclaves. Sur ces 39 esclaves, elle a 22 esclaves à talent, c'est-à-dire 22 esclaves qui ont une compétence professionnelle particulière. Et dans ces 22 esclaves à talent, on trouve des hommes, mais on trouve aussi des femmes. On trouve 9 lavandières, donc 9 femmes qui lavent le linge, une couturière et 3 pileuses de mil. Et toutes ces femmes-là, ces 12 femmes, ce sont des femmes en fait qui vivent de leur travail, qui sont louées par leur propriétaire, par Marie Legrose, et qui lui donnent en retour entre la moitié et les 3/4 de leurs revenus mensuels. Mais vous voyez que ce sont des femmes qui disposent d'une certaine autonomie financière et qui vont pouvoir accumuler en particulier ce qui est nécessaire pour pouvoir se racheter. Alors elles ont deux choix, l'argent qu'elles accumulent, soit elles l'utilisent pour se racheter auprès de leur propriétaire, avant 1848 évidemment, soit elles l'utilisent pour acheter des esclaves et pour s'enrichir d'une autre façon. Donc vous voyez qu'on est dans des sociétés esclavagistes qui sont très complexes et très hiérarchisées. Et même les pileuses de mil, c'est les moins qualifiées de ces 12 femmes, mais il n'empêche qu'elles ont un revenu autonome, elles sont indispensables parce qu'il faut une pileuse de mil pour nourrir entre 10 et 12 hommes. Donc en fait, elles ont une vraie place dans la société coloniale. Alors, deuxième question que je voudrais aborder, qu'est-ce que ça change, la colonisation et l'abolition de 1848 pour ces femmes réduites en esclavage ?
Alors, malheureusement, ça ne change pas grand-chose avant la fin du XXe siècle. Et comme le dit Martin Klein, le gros problème, c'est que les Français qui sont présents en Afrique de l'Ouest, mais ça vaut pour tous les Européens présents en Afrique de l'Ouest, en Afrique à ce moment-là, c'est donc les Français présents en Afrique de l'Ouest en 1848 et après, ils dépendent d'une armée d'esclaves. Alors, l'armée d'esclaves, là, elle a changé de nature, mais vous connaissez tous les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, alors avant les tirailleurs sénégalais, c'est un ensemble de bataillons qui sont constitués à partir de 1857 par le colonel Faidherbe, qui est alors gouverneur du Sénégal. Et ces tirailleurs sénégalais, pour la plupart, ce sont des esclaves qui savent qu'au terme de leur engagement, qui dure entre 12 et 14 ans, ils seront libérés. Avant cela, entre 1820 en gros et 1844, l'armée achetait carrément des esclaves pour en faire ses soldats. Donc vous voyez qu'on est toujours dans cette vieille pratique esclavagiste d'achat de soldats. Alors la place des femmes auprès des tireurs sénégalais, elle est tout à fait spécifique de cette histoire esclavagiste au long cours. Alors là, vous voyez d'une part un camp de tirailleurs à Ségou au début des années 1890, donc au moment de la conquête. Donc vous voyez que les femmes sont présentes. Elles sont présentes aux côtés des tirailleurs. C'est elles qui se chargent de la nourriture, de l'entretien du linge. C'est elles aussi qui portent tous les bagages des tirailleurs sénégalais, y compris les munitions. Donc il y a des femmes, et la plupart du temps, ces femmes sont des esclaves. Les tirailleurs sont eux-mêmes d'anciens esclaves. Ils sont fortement stigmatisés. Ils n'ont pas accès aux femmes libres. Ils ne peuvent pas épouser des femmes libres. Donc ils vont avoir des esclaves. Ils vont en acheter. Mais ils n'ont même pas besoin d'en acheter parce qu'en réalité, l'armée française ne les paye pas. Ne leur verse pas de solde, mais les laisse s'emparer des femmes qui sont des femmes esclaves. À chaque fois qu'il y a une victoire qui est remportée, on prend les esclaves qui étaient détenus dans la société et on va les distribuer aux tirailleurs sénégalais en guise de rémunération. Donc vous voyez qu'en fait, on a une armée coloniale qui fonctionne sur l'esclavage. Alors ça reste vrai jusque dans les années, jusqu'en 1905, c'est plus vrai après. Une trace tout à fait confondante de ce passé, c'est les deux cartes postales que j'ai mises à côté de la photographie, qui sont des cartes postales qui datent de 1912, de la conquête du Maroc en 1912. Elles viennent du site de Radio France Internationale, où vous trouverez un très, très bon reportage sur celle qu'on appelle « Mesdames tirailleurs ». La singularité des tirailleurs africains, et ça reste vrai au XXe siècle, c'est que ce sont des troupes qui se déplacent avec leurs femmes. Et dans les casernes, ou dans les camps plutôt, dans leur campement, il y a une place pour les femmes. Et vous voyez que les femmes, non seulement elles sont présentes pour s'occuper des enfants, pour préparer la nourriture, s'occuper du linge, etc., mais elles sont présentes aussi pour porter les munitions, quand on monte au front. La deuxième image, vous les voyez là sur une camionnette des soldats qui sont en train de partir au front. Et il y a les femmes. Et les femmes, ce sont elles qui portent les munitions et qui les donnent aux soldats pendant qu'ils combattent. Et on a des textes d'officiers français qui disent « Ah, c'est formidable, on fait l'économie de beaucoup de voitures et de camionnettes, puisque de toute façon, on a les femmes des tirailleurs. » Donc vous voyez que... et ça, c'est très caractéristique de quelque chose qui est très important par rapport à la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation, elle va changer les choses petit à petit, et bon, elle va finir par changer les choses en matière d'esclavage, mais vous voyez qu'elle ouvre des possibilités aux hommes, parce que les tirailleurs sénégalais, ils vont vraiment être libérés. Les perspectives qui sont ouvertes aux femmes sont beaucoup plus étroites et beaucoup plus douteuses. Donc le problème, si vous voulez, c'est que les Français qui sont présents en Afrique de l'Ouest, ils dépendent d'une armée d'esclaves, ils exploitent indirectement le travail des esclaves, ils ont des domestiques qui sont des enfants, les boys, etc., qui sont souvent des enfants qui ont été achetés. Alors on dit qu'ils sont en contrat d'apprentissage, mais la vérité c'est qu'ils ont été achetés. Et les mêmes Français présents en Afrique de l'Ouest, comme tous les autres Européens, couchent avec des femmes esclaves qui sont leurs concubines ou leurs femmes à la mode du pays. Donc vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose de terrible parce que la colonisation, en fait, fige l'esclavage. Alors il y a quand même quelques changements. Je reviens en arrière.
À partir de 1883, jusqu'en 1883, ça fait quand même 1848-1883, ça fait 35 ans. 35 ans, c'est l'espace d'une vie en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a une espérance de vie extrêmement courte à ce moment-là. Il faut 35 ans pour que les autorités coloniales françaises reconnaissent qu'elles doivent impérativement libérer les esclaves fugitifs qui se présentent à eux. Elles ne l'ont pas fait jusque-là. Alors, en 1848, autour de Saint-Louis, par exemple, la disposition qui a été prise, c'est exactement ce que je vous ai raconté à propos de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a mis en place la législation contre le vagabondage. Et quand il y a des esclaves fugitifs qui viennent de l'extérieur, qui se réfugient à Saint-Louis et qui demandent leur liberté, on va les prendre et on va les mettre, ce qui est particulièrement cynique, sur les bandes de sable qui sont au centre du fleuve Sénégal, donc ils ont encore moyen de s'échapper. Et là, on les laisse et leurs propriétaires viennent les chercher. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une pratique qui est une pratique de non mise en place de l'abolition. Et il faut attendre 1883 pour que, enfin, les autorités coloniales françaises libèrent systématiquement les esclaves fugitifs qui se présentent à eux. Non seulement il faut attendre 1883, il y a eu un gros scandale en fait au début des années 1880. Victor Schœlcher est venu au Sénégal pour enquêter sur ce scandale. Donc vous voyez, il faut tout ça pour qu'on change de comportement. Alors, et on ne change pas de comportement, en fait, parce qu'on a besoin d'esclaves pour les armées. On a besoin aussi de s'appuyer sur les élites locales. Et les élites locales, elles sont propriétaires d'esclaves. Et quand on a besoin de construire, par exemple, une ligne de chemin de fer, on va faire appel à ces élites locales, on va leur demander des travailleurs, et ils vont fournir leurs esclaves. Et donc, si vous voulez, indirectement, on utilise des esclaves. Après 1883, la solution qui est trouvée comme compromis pour ne pas froisser en fait, les propriétaires d'esclaves, c'est de créer ce qu'on appelle des villages de liberté. Ça commence à partir de 1887, et les villages de liberté de l'administration coloniale existent entre 1887 et 1910. Ces villages de liberté, c'est des camps, en fait, où on enferme les esclaves fugitifs et on les oblige, en fait, à travailler pour le compte de l'administration ou sur les chantiers de construction du chemin de fer. Là, vous avez un autre type de villages de liberté, ceux qui sont créés en fait par les catholiques après 1910. Et les catholiques vont recevoir un certain nombre de fugitifs eux aussi dans ces villages de liberté, avec la ferme intention de les convertir au passage. Alors, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Les choses changent à partir de 1903 et de 1905. Alors, en fait, à ce moment-là, les autorités coloniales sont conscientes qu'elles ne peuvent plus continuer leur double langage sur l'esclavage. Et elles mettent en place un dispositif qui va permettre de libérer les esclaves, tout au moins les esclaves qui viennent chercher leur liberté. Alors, il y a deux choses dans ce dispositif. À partir de 1903, il y a tout un réseau de tribunaux indigènes dans toute l'Afrique occidentale française. Les tribunaux indigènes, c'est des tribunaux qui sont tenus par des Africains, mais qui sont surveillés. Les Africains, qui sont les chefs de village ou les chefs de ville, qui sont les magistrats, donc des magistrats non professionnels, et qui vont appliquer les coutumes judiciaires locales dans ces tribunaux, mais ils sont sous la surveillance des administrateurs. Et donc, l'ordre qui a été donné aux administrateurs et aux chefs, c'est qu'en aucun cas, ils ne doivent intervenir dans des litiges, ils ne doivent juger des litiges qui portent sur les esclaves. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est libérer des esclaves, mais ils n'ont absolument pas le droit de rendre des esclaves à leurs propriétaires ou de conforter le droit de propriété d'un propriétaire d'esclaves. La deuxième chose, c'est qu'en 1905, il y a un nouveau décret qui est adopté et qui reprend 1848, mais en aménageant, et qui dit que l'esclavage est à nouveau aboli en 1905 en Afrique de l'Ouest sous domination française, ce qui veut dire que jusque-là, il ne l'avait pas été. Là, si vous voulez, c'est particulièrement... Et vous voyez que 1905, en fait, c'est trop tard, parce que immédiatement, vous avez le mouvement d'exode dont je vous ai parlé qui commence, parce que ça ne va pas assez vite au gré en fait, de ceux qui sont encore réduits en esclavage. Alors, le décret de 1905 est particulièrement intéressant, parce qu'il dit qu'il faut réprimer par tous les moyens le trafic de personnes et interdire en particulier le trafic d'enfants. Donc ça, il y a vraiment une répression qui se met en place contre la traite des personnes et en particulier des enfants. Mais par contre,
Le deuxième article de ce décret met à part, je cite, « les droits résultant de la puissance paternelle, tutélaire ou maritale sur les mineurs ou sur les femmes mariées, avec une exception, sauf si ces droits constituent une mise en servitude temporaire ou définitive de ces mineurs ou de ces femmes, à charge aux mineurs en question et aux femmes de le prouver. » Donc vous voyez qu'on abolit l'esclavage, moins tout ce qui est relatif en fait au mariage, tout ce qui peut être présenté comme un mariage, et évidemment c'est ce qui va se passer. Alors il y a il y a une évolution en deux temps. Dans un premier temps, jusqu'en 1910, les tribunaux indigènes et les administrateurs coloniaux qui reçoivent des fugitives en particulier vont systématiquement trancher en leur faveur. C'est-à-dire que systématiquement, les femmes qui se présentent devant des tribunaux, et c'est par là qu'on les connaît, si vous voulez, toutes ces femmes esclaves, c'est ce qui fait le fond aussi du livre de Marie Rodet. On a énormément de sources judiciaires de femmes qui viennent plaider leur cause et expliquer qu'elles sont des esclaves et non pas des femmes régulières ou des concubines. Et donc, jusqu'en 1910, l'administration tranche en leur faveur. Et puis en 1910, ça s'inverse. Ça s'inverse parce que tout simplement l'administration a peur de désorganiser les sociétés locales. Elle a aussi de plus en plus de protestations des soi-disant maris qui se disent lésés. Donc elle va trancher en faveur des maris et elle va faire jouer le décret de 1905. Et donc on va commencer à refuser systématiquement la libération ou le divorce aux femmes. Alors c'est pas tout le monde, hein, ça dépend beaucoup des individus. Donc vous voyez que c'est en plus quelque chose de très discrétionnaire, très arbitraire, qui rend la situation d'esclave encore plus difficile à supporter. Donc, en fait, on a une tendance qui s'inverse. Et alors, les catholiques jouent un drôle de rôle dans cette affaire parce que les villages de liberté, en particulier les villages catholiques de liberté qui existent après 1910, ils sont utilisés par les esclaves en fuite. En particulier, les esclaves en fuite vont... souvent, ce sont les hommes qui partent et les femmes et les enfants vont rester en fait dans les villages de liberté parce que c'est un peu plus sûr pour eux. Et donc, vous voyez que les missionnaires catholiques vont les accueillir et ils vont jouer un drôle de jeu parce que en fait, ils se retrouvent avec des femmes autour desquelles il y a très peu d'hommes. Ces femmes, en fait, vont contracter de nouvelles unions suivant les coutumes locales parce qu'elles ont besoin de protecteurs, tout simplement. C'est pas possible pour elles de se protéger sans avoir un homme qui répond d'elles. Et donc, elles vont aller d'un homme à l'autre pour savoir par qui elles vont pouvoir être protégées. Et les missionnaires catholiques vont commencer à tenir tout un discours sur la désorganisation de la famille africaine. Et donc, vont commencer à dire qu'il faut que tout le monde reste marié, etc. Vont commencer aussi à marier systématiquement les femmes qui viennent dans leur village avec les hommes qu'ils ont convertis pour fonder des bons mariages chrétiens. Donc vous voyez qu'ils ont un rôle qui est tout à fait particulier. Alors, je voudrais terminer en revenant au buste. Alors, pas au buste, mais à la statue de la fontaine de l'Observatoire, qui a été réalisée en utilisant le buste de 1868 comme ébauche. Et alors, je voudrais d'une certaine façon conclure en rendant hommage à ce buste, parce que, bon, je ne sais pas quelles étaient les intentions exactes de Carpeaux quand il a sculpté ce buste, mais je trouve que ce buste, c'est quand même un formidable hommage, si vous voulez, à ce combat des femmes ouest-africaines pour leur liberté. Elles se sont battues pour leur liberté de toutes les façons possibles. Elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour s'émanciper dans la seconde moitié du XIXe siècle, et je trouve que le buste, où on voit cette torsion d'une femme qui essaye de se libérer du lien, ou cette statue qui a brisé ses fers, puisque là, on ne voit plus qu'elle a des fers au pied ici, mais c'est une chaîne brisée. Et ça, c'est vraiment un symbole de l'abolition de l'esclavage, un symbole qui a été utilisé tout au long du XIXe siècle. Alors, on peut dire que c'est une statue un peu gênante parce que c'est la seule des 4 femmes représentant les continents qui est vêtue avec une sorte de peau de bête. Mais vous voyez qu'elle est dans le mouvement d'ensemble. C'est elle qui fait tourner le monde comme les 3 autres continents. Et elle est représentée comme un corps gracieux, un corps tout à fait harmonieux, et pas du tout suivant les canons de la sculpture ethnographique. Sculpture ethnographique, alors vous avez un exemple de cette sculpture ethnographique. Ah, pardon.
qui est un exemple ultérieur, puisqu'il s'agit d'un exemple de 1931. Il s'agit d'un détail de la façade du Palais des Colonies, qui est devenu le Musée national de l'histoire de l'immigration. Et c'est un des panneaux qui représente des femmes africaines. Et vous voyez que là, il y a vraiment une représentation qui insiste lourdement sur les traits raciaux et sur des pseudo-traits ethnographiques en 1931, mais ça reprend en fait ce qu'on trouve, par exemple ici, je pense que vous connaissez ces bustes, c'est l'envolée des bustes qui a été placée au Musée de l'Homme et qui utilise la plupart des bustes, en fait, des bustes anthropologiques qui ont été réalisés au XIXe siècle pour essayer de figer les différentes races. Et là, vous voyez que c'est une façon de recomposer, de réutiliser ces bustes autrement. Donc là, vous voyez que, en fait, ce qu'on peut dire à la décharge de Carpeaux, c'est qu'il n'est pas du tout allé dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au moment où la fontaine de l'Observatoire a été inaugurée en 1873 ou 1874, elle est mise en place puis ensuite elle est inaugurée, ça lui a été reproché. On lui a dit qu'il avait fait une africaine qui ne ressemblait pas à une africaine. Donc si vous voulez, on peut je pense, lui retenir ça en sa faveur. Alors, on peut d'autant plus retenir cet élément en sa faveur que, je ne vais pas vous lire cette citation, que vous voyez que ce qui suit, et là ça suit de près, parce que le discours sur l'Afrique de Victor Hugo date de 1879, et c'est un discours qui est prononcé, alors ils ont un an de retard, mais ils sont en train de célébrer le 30e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et c'est un discours absolument terrible, puisqu'il revient à la figure de Cam, c'est-à-dire l'ancêtre des Noirs et l'ancêtre réduit en esclavage, et c'est un propos extrêmement négatif sur l'Afrique, comme une Afrique qui serait en dehors du mouvement du monde moderne, et qui serait l'exemple même de tout ce qui est archaïque et qu'il faut changer. Et vous voyez qu'on a un discours aussi, quand il dit au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme, au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Vous voyez que les femmes ont complètement disparu dans ce discours-là. Et c'est la suite logique aussi de cette espèce d'exultation d'abolitionniste qui a fait disparaître l'esclavage dans un certain nombre de cas, en tout cas dans les colonies, et qui a fait disparaître également les femmes. Bon, alors je ne voudrais pas non plus, je ne veux pas non plus accabler Victor Hugo qui n'en peut mais, parce que en fait, je pense que c'est pas ça l'enjeu, et c'est pour ça que je pense que le buste de Carpeaux et cette statue sont importants. Parce que c'est une autre façon de représenter les choses. On a le choix dans la façon dont on représente. On a le choix aussi dans ce qu'on raconte. On a le choix des recherches historiques qu'on fait, de la perspective qu'on développe. Et là, je trouve que je m'appuie sur ces exemples pour finir. C'est particulièrement important. Vous voyez que les bustes anthropologiques, ils ont été transformés. Vous avez non seulement les bustes anthropologiques, donc, qui ont été transformés, mais ici, vous avez un de ces instruments de mesure pour prendre les mesures d'un crâne sur le vivant qui apparaît comme particulièrement barbare, et instrument dans lequel vous êtes invité quand vous êtes au Musée de l'Homme à aller vous placer pour voir à quel point c'est brutal de faire ce genre de choses. Mais vous voyez qu'on peut transformer toutes ces images-là, et c'est important de les transformer. Elles ont été transformées activement, notamment par l'exposition sur le modèle noir dont je vous ai déjà parlé, qui a rappelé comment au milieu du XIXe siècle, les artistes, et je pense qu'on peut mettre Carpeaux dans cet ensemble-là, voient leur modèle d'origine africaine, parce qu'ils en ont, comme des hommes et des femmes qui ont une plastique particulièrement belle, particulièrement harmonieuse, et non pas comme avant tout des Noirs qui obéiraient à des canons raciaux et racistes comme ceux que vous voyez ici. Et je termine là-dessus. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que je suis engagée actuellement dans un projet qui s'appelle Cast in Stone et qui porte sur les statues coloniales, les statues de colonisateurs qui sont contestées dans les espaces publics en France et au Royaume-Uni. Alors vous en avez entendu parler, je pense, de la statue de Schulcher qui a été déboulonnée et cassée en Guadeloupe.
Mais vous voyez que ce sont des questions importantes. On peut changer. Alors, il y a d'autres choses qui ont été faites. La statue de Gallieni, par exemple, Gallieni, qui fait partie de ces officiers qui se sont formés au Soudan. Je reviens à la diapositive ici. Là, à Ségou, on est au Soudan. Donc, de ces officiers qui payaient ordinairement leurs tirailleurs, leur distribuant les captifs et surtout les captives qui avaient été saisis. Donc, Gallieni s'est pris la statue de Gallieni a reçu quelques litres de peinture rouge. Bon, elle a été nettoyée depuis, mais vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très important de réfléchir à la façon dont on parle des esclaves, et les historiens et les historiennes en parlent de façon tout à fait nouvelle dorénavant. C'est important aussi de réfléchir aux représentations et en particulier aux statues qui sont placées dans les musées et dans les espaces publics. C'est important de les rebaptiser quand il le faut. C'est important, par exemple, que le buste « Pourquoi naître esclave ?» ne soit plus intitulé « Négresse ». Et vous avez un autre exemple ici de restitution d'un nom plus conforme avec la toile de Marie-Guillemine Benoît, portrait d'une négresse, puis portrait d'une femme noire, et désormais Madeleine, parce qu'on sait que le modèle, enfin que la jeune femme qui a posé s'appelait Madeleine. Donc c'est important, et c'est un mouvement qui est engagé en particulier autour de l'introduction dans les espaces publics de statues représentant les esclaves. Vous savez qu'il y a une statue à Bordeaux qui représente une esclave qui avait d'ailleurs été émancipée du nom de Modeste Testas. Et puis très récemment à Paris a été inaugurée une statue de l'esclave Solitude qui s'est battue contre le rétablissement de l'esclavage en 1802 en Guadeloupe. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je crois, voilà, c'était une demande un peu particulière, mais c'était vraiment comme ça qu'on espérait qu'il y soit répondu. C'est pas le Petit Palais organise des conférences d'histoire de l'art. Nous organisons bien des conférences d'histoire qui nous permettent de regarder autrement ces œuvres d'art et de comprendre le contexte dans lequel elles étaient créées, les référents qu'elles montrent ou qu'elles dissimulent, je ne sais pas. Voilà, donc c'était vraiment ça que nous attendions. Donc j'imagine qu'il y a des questions dans le public. Ou alors je peux... Bon, je vais un peu casser l'ambiance, mais pourquoi les historiens en général, hein, pas uniquement vous, vous n'insistez jamais sur le fait que la plupart du temps, les personnes qui étaient réduites en esclavage avaient été capturées par des peuples qui s'affrontaient, qui étaient antagonistes, et qui, entre guillemets, les livraient aux Européens? Je ne crois pas avoir esquivé, avoir contourné cet élément-là. Je vous ai expliqué en fait qu'il y avait un processus de construction étatique en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle, comme dans tout le reste de l'Afrique, et que le fait de saisir, de faire des captifs, de réduire en esclavage des gens et de les vendre à l'intérieur et à l'extérieur, faisait partie de cette construction. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit que c'était des sociétés esclavagistes depuis très longtemps. Mais si vous voulez, alors il y a une diapositive que je n'ai pas commentée, que je ne vous ai pas montrée, mais si vous voulez, le problème, il est là en fait, dans cette diapositive. Le problème, si vous voulez, c'est que, il ne s'agit pas de dire que ce sont seulement les Européens qui ont réduit en esclavage. C'est pas vrai. Et en fait, ce n'est pas eux qui se chargeaient du sale boulot qui consiste à réduire quelqu'un en esclavage. Mais le problème, si vous voulez, et c'est là où il ne faut pas être dupe non plus de ce que nous disons quand nous rappelons ça. Le problème, si vous voulez, c'est que dans les années 1870, il y a une bascule. Et cette bascule, elle se joue autour de personnages comme David Livingstone, et pourtant David Livingstone est un abolitionniste convaincu et militant qui libère des esclaves en Afrique et qui fait tout ce qu'il faut pour cela. Mais vous voyez que dans la représentation, là, vous avez la couverture de ces récits de voyage telle qu'elle est parue en 1876, avec au-dessus, tout en haut, là, cette figure, c'est le médaillon
des abolitionnistes britanniques depuis la fin du XVIIIe siècle, avec un esclave qui est en position d'implorer et qui dit ne suis-je pas un homme et ne suis-je pas un frère. Donc c'est cette image-là. Mais vous voyez aussi que ce qui se joue dans les années 1870, c'est que les Occidentaux, parce que ce n'est pas seulement les Européens, mais les Occidentaux récupèrent le beau rôle et se présentent comme des abolitionnistes, et le mauvais rôle, il va aux Africains. Alors, vous avez l'image qui est à côté, qui représente... alors, je n'ai pas retrouvé l'origine de cette photographie pour Marie, mais je vais la retrouver. Qui représente, en fait, la compagnie des Frères armés du Sahara, qui a été créée par la Vigerie en 1888 pour aller lutter contre les réseaux de traite esclavagistes dans le Sahara. Alors, les gens qui s'engagent là-dedans luttent vraiment. Hein. Il y a des Européens qui luttent sur le terrain contre l'esclavage et qui sont ceux qui font parvenir les cas, qui les font remonter jusqu'en métropole pour faire du scandale, pour faire pression sur les administrations coloniales. Sauf que là, si vous voulez, là, ils jouent à la croisade. Et en plus, si vous voulez, vous voyez un petit peu l'énorme hypocrisie qui consiste à lancer une croisade catholique, et que ce soit l'archevêque d'Alger, la Vigerie, qui lance cette croisade catholique. Et en 1896, le gouverneur général de l'Algérie rend les esclaves fugitifs à leurs propriétaires. Donc, si vous voulez, il ne faut pas être dupe non plus de ce double langage. On est bien installés, nous, dans une indignation morale qui fait qu'on se prend pour des abolitionnistes. Mais qu'est-ce qu'on a aboli en réalité ? Si vous voulez, on peut poser cette question-là aussi. Comment on a aboli ? Et comment on a profité, en fait, de ces abolitions qui se passent très, très, très mal pour les nouveaux émancipés qui sont contraints au travail ? Et qu'est-ce qu'on a aboli en Afrique ? Qu'est-ce qu'on a aboli en Algérie quand on n'a rien fait entre 1848 et 1906, ou en Afrique de l'Ouest quand on n'a rien fait entre 1848 et 1903 ? Donc il faut faire attention à ça, si vous voulez. Et les profits de l'esclavage... alors, il ne s'agit pas de dire que tout le monde est coupable, mais il faut bien voir quand même comment a fonctionné le système. Et honnêtement, les Européens n'ont pas, et les Occidentaux de façon générale, se sont dédouanés à partir des années 1870, mais ils se sont dédouanés de façon absolument mensongère, et doublement mensongère, je dirais. Ce qui n'exclut pas le fait que sur le terrain, vous avez des hommes et des femmes, des Noirs et des Blancs, c'est particulièrement le cas en Afrique de l'Ouest, et vous avez des femmes, il y a des femmes missionnaires en particulier britanniques qui font ça, qui libèrent des esclaves, et qui s'exposent beaucoup pour le faire. Et ça n'ôte rien à leur mérite, ce que je viens de dire. Moi, j'ai une question, peut-être que j'ai mal compris, mais enfin, vous l'avez dit. Que devenaient des femmes de militaires à qui qu'on libérait à l'issue de leur service, disons. Est-ce qu'elles étaient libérées ? Est-ce qu'il y avait des systèmes de libération familiale, ou quel était leur statut quand les hommes étaient libérés ? Alors, elles sont libérées par le fait que leurs maris sont libérés. Et en fait, les tirailleurs sénégalais, on leur fait la leçon, c'est-à-dire qu'on leur dit que d'accord, ils ont des captives, mais que ce sont des femmes libres et ce sont des épouses. Et en plus, ils n'ont pas intérêt à... Alors, certains d'entre eux... en fait, si vous voulez, ce qui est vraiment absolument fabuleux au début, dans les premières années du XXe siècle, mais ça reste le cas, en fait, sur toute la première moitié du XXe siècle, et là, je vous renvoie au livre de Marie Rodet, qui est... Non, il n'est pas là. Qui est ici. Ce qui est fabuleux, c'est qu'à partir de 1903, on a des femmes esclaves qui traînent leurs propriétaires ou leurs maris supposés devant le tribunal et qui expliquent qu'elles sont des esclaves et pas des épouses. Alors, dans le cas des tirailleurs sénégalais ou des tirailleurs africains, être tirailleur, ça veut dire qu'on sert dans l'armée 10 ans, 15 ans, qu'on acquiert une certaine position économique parce qu'on touche une solde quand même à partir du début du XXe siècle, assez régulière, et qu'on a un statut qui est un statut plutôt positif, même si on garde le stigmate de l'esclavage.
Et du coup, les tirailleurs sénégalais, c'est ceux qui, une fois qu'ils ont terminé d'être soldats, ils vont devenir gardes, ils vont devenir policiers, ils vont devenir, certains d'entre eux deviennent des chefs coloniaux. Donc en fait, ils font des secondes carrières et du coup, leurs femmes ont intérêt à rester avec eux. Elles ont des enfants aussi. Donc en réalité, elles n'ont pas tellement le choix, elles ne peuvent pas tellement partir. Je ne saurais pas dire quelle est la proportion de celles qui partent. Je pense qu'il y en a qui les traînent quand même devant les tribunaux. Mais en gros, de toute façon, elles ont peu de perspectives devant elles, donc elles sont bien obligées de rester là où elles sont et de faire avec ce qu'elles peuvent faire. Une autre question ? Oui, merci pour votre présentation. Une question sur l'Église. Quelle était la position de l'Église et des missionnaires? Il y avait de nombreuses missions en Afrique sur l'esclavage. Toutes les églises catholiques et les églises protestantes sont contre l'esclavage et agissent. Et en fait, il y a... Alors, les catholiques, quand même, font pas grand-chose avant 1888, où tout d'un coup, ils se réveillent et ils se lancent dans une grande croisade. Les églises protestantes sont beaucoup plus actives. Ce sont les églises protestantes et les églises protestantes britanniques ou anglophones de façon générale qui ont porté le mouvement abolitionniste entre la fin du XVIIIe et le XIXe siècle. C'est un mouvement profondément chrétien. Et l'idée que ne suis-je pas un homme, ne suis-je pas un frère, ça fait appel à ça. Sur le terrain, je dirais que tous les missionnaires, en fait, libèrent autant de monde qu'ils peuvent. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les missionnaires, ce qu'ils veulent, à certains moments, les missionnaires, alors ils vont acheter. Et ils ont aussi, les missionnaires, ce qui fait leur force, c'est que ils sont sur le terrain pendant des années, ils apprennent la langue des gens, ils essayent de les convertir, donc ils leur parlent forcément beaucoup, et ils sont très proches d'eux. Et en même temps, régulièrement, ils rentrent en métropole. Et là, quand ils rentrent en métropole, ils vont faire des tournées de conférences un peu partout. Ils vont aller dans toutes les églises. C'est pas forcément des grandes conférences, ça peut être aussi des petites causeries comme ça. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des gens en France, par exemple, ceux qui savent de la colonisation, ils le savent par les missionnaires, parce qu'il y a des missionnaires qui se baladent et qui racontent ce que c'est que la colonisation. Et à la fin de toute conférence ou de toute causerie, on fait circuler un panier, une quête, et on demande de l'argent. Et donc, les missionnaires ont de l'argent et ils arrivent à racheter des gens de cette façon-là. Vous voyez que, du coup, ça ne change pas le système, ça fait perdurer le système, puisque vous achetez des gens. La limite des missionnaires, c'est que pour eux, les convertis qui comptent, c'est les hommes. Parce que c'est vraiment... les hommes, et ils sont dans des sociétés qui sont de toute façon des sociétés très sexistes, donc ils s'adaptent assez bien. Mais ils ont besoin de femmes, ils ont besoin d'épouses chrétiennes pour leurs hommes, et ils ne vont pas hésiter à acheter des femmes pour les marier à leurs chrétiens. Ils vont faire des opérations aussi un peu fantaisistes, comme aller créer... Ils vont aider les esclaves à créer des nouveaux villages. Donc ceux qui ne sont pas repartis très loin, ils font un nouveau village à 10 km plus loin, donc ils ont des terres différentes et ils renégocient en fait leurs liens avec leurs anciens propriétaires parce qu'ils ont forcément besoin des anciens propriétaires pour avoir des instruments aratoires, pour avoir des semences, etc. Donc les missionnaires vont les aider très concrètement et ils vont les aider également parce qu'ils vont faire venir des charrues, ils vont faire venir des instruments, ils vont faire venir des graines. Par exemple, toute la culture du cacao en Afrique de l'Ouest, c'est les missionnaires baptistes, des missionnaires baptistes qui étaient également présents aux Antilles, qui ont apporté les graines et qui ont lancé ça. Donc ils ont, si vous voulez, à la fois, ils n'arrivent pas à sortir de ce double discours qui est le discours européen sur le plan théorique, mais en pratique, ils font énormément de choses. Une autre question ? Mais s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous remercier encore infiniment et lever la séance. Merci beaucoup.